Bienvenue à votre tranche de tout le jour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Eh bien oui, Zoom et collègues, nous décollons déjà avec les charges projetées en faveur de la pêche et l'élevage pour l'exercice 2023. Nous allons aussi parler de ces finances climat, d'où vient le blocage. Ça sera avec Patrick Momboka qui nous en dira plus, mais aussi nous allons revenir sur le processus de recrutement pour le poste clé à la DGTPC. Eh bien oui, nous allons comprendre le rôle, mais également les missions de cette entreprise. Pourquoi pas recevoir un invité avec qui nous allons aborder cette question majeure sur la convention scolaire révisitée. Ça se passe dans cette édition tout de suite, mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Au cours du mois d'août 2022, le Trésor a levé 150,0 milliards de francs congolais à hauteur d'obligations du Trésor d'une maturité de 2 ans d'un taux d'intérêt de 10% l'an. Le taux de couverture du montant mis en adjudication a été de 66,7% avec un prix moyen pondéré de 99,87%. Peut-on lire dans ce document de la Banque centrale du Congo, à en croire la plus haute institution financière de la République démocratique du Congo, les remboursements des titres échus à la période indiquée se sont chiffrés à 33,1 milliards de francs congolais, dont 20,1 milliards de bons du Trésor et 13,1 milliards d'obligations du Trésor. Nouvelle en bref encore, les projections budgétaires du secteur de la pêche et de l'élevage du gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'exercice budgétaire 2023 se sont chiffrées à 602,1 milliards de francs congolais, soit plus de 299,2 millions de dollars américains, d'un taux budgétaire moyen de 212 francs congolais pour $1 américain. Ces prévisions budgétaires pour ce secteur de la pêche et de l'élevage représentent 2,15% des dépenses du budget général du gouvernement pour l'exercice 2023. Autre chose, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de lancer ce lundi 14 novembre 2022 le processus de recrutement de personnel de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il s'agit de 10 postes clés à pourvoir. Cette annonce a été faite par les 2 ministres sectoriels, notamment le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service, Jean-Pierre Liao, et le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Au total, 10 postes clés sont prévus pour cette opération que le gouvernement va lancer dès ce lundi. Ce processus est ouvert pour le recrutement à 10 postes de responsabilité, à savoir un directeur général, 2 directeurs généraux adjoints, 10 directeurs et un agent comptable central du Trésor et en rang de directeur, a fait savoir Nicolas Kazadi. Et pour finir, cette fois-ci nous sommes en Afrique. Malgré son énorme potentiel, l'Afrique n'a attiré que 0,6% d'investissement dans les énergies renouvelables en 2021, selon un rapport rendu public le 9 novembre 2022 par le cabinet de l'énergie Bloomberg New Energy Finance. Les experts de ce cabinet estiment qu'avec cette réalisation, l'Afrique marche à contre-courant de la tendance mondiale. Le rapport précise que les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique se sont limités à 2,6 milliards de dollars américains en 2021, atteignant ainsi leur plus bas niveau depuis 2011. En baisse de 35% par rapport à l'année précédente, ce montant ne représente donc que 0,6% de 434 milliards de dollars américains investis dans les énergies renouvelables à travers la planète en 2021. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Onamaka, qui est déjà là. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, nous allons déjà démarrer avec la température qui nous est donnée par vous. Nous allons prendre le taux d'échange, le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, mais également le taux du marché parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? En nous basant sur le tarif de change en République démocratique du Congo, l'on peut dire que selon les données fournies par la Banque centrale du Congo à l'officiel, $1 se négocie à 2012 francs congolais, un franc CFA à 2,99 centimes et €1 se monnaie à 1964 francs congolais. Marché parallèle, parlons-en, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Nous avons ciblé cette fois-ci Kingabois et dans cette partie de la ville de Kinshasa, $1 se troque à 2080 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,17 centimes et €1 vaut 2068 francs congolais. Alors, j'aimerais qu'on parle cette fois-ci des charges
projetés en faveur de la pêche et de l'élevage pour l'exercice 2023. Combien exactement le gouvernement congolais pense débourser? Les projections budgétaires du secteur de la pêche et de l'élevage du gouvernement congolais pour l'exercice budgétaire 2023 sont chiffrées à 602,1 milliards de francs congolais, soit plus de 299,2 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2012 francs congolais pour 1 dollar américain. Ces prévisions budgétaires pour le secteur de la pêche et de l'élevage représentent 2,15% des dépenses du budget général du gouvernement congolais pour l'exercice 2023 et ces prévisions budgétaires sont en augmentation de l'ordre de 249,4% par rapport à leur niveau dans la loi de finances publiques de l'exercice budgétaire 2022. Mais il serait toujours mieux de faire un comparatif en faisant un recul, un petit récapitulatif. Combien exactement ce gouvernement avait-il déboursé en faveur de ce secteur de pêche et élevage en octobre 2022, justement l'année passée? Projetées à 178,3 milliards de francs congolais, les dépenses au profit de la pêche et de l'élevage se sont élevées à 10,7 milliards de francs congolais à fin octobre 2022, soit un taux d'exécution de 6% du montant total attendu au cours de cette période sous analyse. Et quelle a été la clé de répartition de cette enveloppe? Concernant la répartition de cette enveloppe globale allouée au secteur de la pêche et de l'élevage, à fin octobre 2022, les dépenses de personnel ont coûté 1,5 milliard de francs congolais, les biens immatériels 788 millions de francs congolais, les dépenses de prestations simulées 358 millions de francs congolais, les transferts et interventions de l'État ont coûté 2,2 milliards de francs congolais. Notons aussi qu'aucun montant n'a été décaissé dans la rubrique équipement. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour cette précision. Vous étiez donc à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, cette fois-ci, nous allons recevoir Benita Mweni. Elle nous parle justement de ce processus de recrutement pour les 10 postes clés à la DGTCP. Ah ben oui, vous devez comprendre aussi quelles sont les missions de cette entreprise, de l'État. On en parlera avec elle. Mais également, quels en sont ces postes clés? C'est tout de suite. Après ceci, suivez. Benita Mweni, bienvenue. Merci à vous. Alors avec vous, nous parlons de ce processus de recrutement pour les 10 postes clés à la DGTCP, qui est expliqué assez clairement, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ces postes avant tout? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit déjà de lancer ce lundi 14 novembre 2022 le processus de recrutement du personnel du Trésor et de la comptabilité publique. D'après le ministre de Finances Nicolas Kazadi, ces recrutements compétitifs et rigoureux se fera en toute transparence pour promouvoir la méritocratie. Et c'est le comité de pilotage et de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État qui organisera ce processus de sélection des animateurs. La question qui se pose, quelle sera la mission qu'aura cette Direction générale du Trésor et de comptabilité publique? D'après l'Argentier national de la République démocratique du Congo, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique aura pour mission de garantir une meilleure gestion de la trésorerie. Deuxièmement, assurer la production des informations financières fiables et exhaustives à l'aide d'un réseau de comptables publics et de mettre en œuvre la politique budgétaire et financière de l'État. Hormis les missions énumérées, ça sera ma dernière question. Quelles sont les autres missions assignées à cette direction générale de Trésor et de comptabilité publique? Au-delà de garantir une meilleure gestion de la trésorerie, cette direction devra participer à la mise en œuvre opérationnelle de la politique budgétaire. Deuxièmement, à la définition de la politique financière de l'État. Troisièmement, à la réglementation de la comptabilité du pouvoir central, de provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organes auxiliaires conformément aux normes nationales et internationales en la matière. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci à vous, Guy Chungu. Révision de la convention scolaire, on en parle avec un invité sur ce plateau, c'est tout de suite, restez branchés.
Convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. On en parle aujourd'hui avec un invité sur ce plateau. Nous allons revenir sur les raisons qui ont poussé le gouvernement congolais via le ministère de l'EPST de réviser cette convention 45 ans après. Nous recevons pour vous M. Richard Moussomo, qui est conseiller au Collège de l'éducation et recherche scientifique au cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Richard, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. On doit d'abord le dire qu'il a fallu attendre 45 ans pour qu'enfin qu'il y ait la fumée blanche. Quelle a été la nécessité à revoir cette convention? Il y a ici à rappeler d'abord les conditions de signature des conventions. Autrefois, les conventions étaient nées des conflits ou des tensions entre l'État et les confessions religieuses. Cette fois-ci, cette convention a été révisitée dans une bonne collaboration étroite entre les confessions religieuses et l'État congolais. Les motivations, il y a d'abord l'évolution du cadre juridique, tant national qu'international, mais aussi l'évolution dans l'espace religieux. Lorsque nous parlons de l'évolution du cadre juridique, sur le plan international, il y a eu des conventions et des actes relatifs à l'éducation pour tous. Il y a l'ODD, il y a la convention relative à la protection de l'enfant, la convention relative aux personnes vivant avec handicap. Et sur le plan national, nous voyons l'évolution de la Constitution dans ses articles 43, 44 et 45, mais aussi et surtout la nouvelle loi cadre de l'enseignement national qui fait des partenariats éducatifs une innovation. Et dans l'espace religieux, les 4 ou 5 confessions qui avaient signé la première convention de 1967, la nouvelle, elle est ouverte... 1977, je voulais dire. Mais la convention révisitée, elle est ouverte aux confessions religieuses non signataires de cette première convention. Je l'ai dit au départ qu'il y a eu 45 ans après pour qu'on révisite cette convention, parce qu'on ne doit pas parler d'une nouvelle convention, on va dire que c'est une convention adaptée. Alors, quel a été le coup de baguette magique pour que 45 ans après ce que les autres n'ont pas su faire, vous le faites? Comme je disais... Il y a eu 3 tentatives, si je ne m'abuse, et ça n'a débouché sur rien exactement, et finalement, ça arrive enfin. 45 ans après, quel a été le coup de baguette magique? Ici, comme je disais, il y a une collaboration étroite. C'est-à-dire, l'État congolais a eu les textes martyrs qu'il a proposés aux confessions religieuses et l'État congolais a demandé à chaque confession de faire ses observations. Et nous nous sommes réunis à Matadi où nous avons tenu compte des observations des uns et des autres. Parce que l'État aussi avait ses exigences. De l'autre côté, les confessions religieuses avaient aussi leurs exigences, mais nous nous sommes accordés sur certains points. Les uns ou les autres, les confessions religieuses insistaient davantage sur la moralité et l'État incitait davantage sur sa souveraineté en disant que la RDC, c'est un État laïque qu'on devait respecter. Donc, si l'autre fois, ça avait des difficultés, c'est qu'il y avait des points, surtout, qui séparaient les deux parties, surtout aussi le point de la gestion du patrimoine. Et cette fois-ci, on a trouvé un compromis dans la gestion du patrimoine appartenant soit à l'État, soit... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette convention est inclusive? Comme je l'ai dit tantôt, elle est inclusive dans ce sens que nous avons tenu compte des inputs des uns et des autres et nous avons travaillé, même en 2011, en 2015, en 2014, en 2019 à 2020, on travaillait toujours
avec les confessions religieuses. Mais ça n'aboutissait pas. Ça n'aboutissait pas parce que chacun voulait garder sa position. Mais cette fois-ci, nous avons accepté de nous rapprocher les uns des autres et nous avons fini par avoir un texte que tout le monde a accepté, que tout le monde a adopté. Rappelons un tout petit peu la convention de 1977, vous l'avez cité, j'aimerais qu'on en parle. Cette convention donnait de moins en moins le pouvoir à l'État, parce qu'on doit comprendre que les accords se faisaient et la partie qui représentait le gouvernement négociait en position de faiblesse. Est-ce que cette fois-ci, cette convention révisitée redonne le plein pouvoir à l'État congolais? Oui, la convention a un champ d'action, lesquels champs d'action portent sur la gestion du personnel, la prise en charge du personnel. Il y a aussi la gestion de la carrière du personnel, c'est-à-dire au recrutement, la mobilité verticale ou horizontale, mais aussi la promotion, comme j'ai dit, la mobilité verticale. Il y a aussi le fait que cette convention insiste sur la gestion du patrimoine. Non seulement la gestion du patrimoine, mais la manière dont il faut présenter les candidats. Dans cette convention, on insiste davantage sur la présentation par les confessions religieuses des candidats qui remplissent les conditions, qui ont des profils au poste proposé, mais aussi dans la gestion pédagogique. Vous vous rappelez, ce qui divise le plus souvent, c'est la pratique religieuse. L'État, dans cette convention et les confessions religieuses, se sont mis d'accord qu'il y a un cours de religion programmé dans les écoles ou dans les établissements publics conventionnés, mais ces cours de religion doivent présenter les programmes et les manuels, lesquels programmes et les manuels doivent être approuvés par l'État. Nous disons ici les cours de religion, c'est-à-dire c'est un cours comme le cours de mathématiques qui sera évalué comme les autres cours et qui va apparaître dans le bulletin. Mais on ne fait pas allusion à la pratique religieuse. On se limite aux enseignements. Est-ce que cette convention donne le plein pouvoir à l'État congolais cette fois-ci? C'est ma question. Vous êtes dans le détail de la convention, mais moi je peux... Oui, il y a le plein pouvoir, mais le plein pouvoir, c'est l'État qui est l'organisateur de l'enseignement national. Ce sont des établissements publics, c'est-à-dire des établissements de l'État, dont la gestion est donnée aux partenaires qu'on appelle ici confessions religieuses. Donc ce sont d'abord les établissements de l'État. C'est l'État qui paye le personnel, c'est l'État qui recrute le personnel, c'est l'État qui gère le personnel comme tout agent de l'État. Alors on doit évoquer cet aspect des choses aussi. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Aujourd'hui, on sent que vous êtes motivé déjà à communiquer, même sensibiliser autour de cette convention qui n'a à peine que quelques signatures. Vous ne craignez pas le pire, c'est-à-dire une fois il y a une sorte de manque d'intégration ou une sorte de boycott pour les autres confessions religieuses qui n'ont pas encore signé. Vous allez faire un recul? Ça va se passer comment? Prêcher déjà sur les boycotts, je ne pense pas. Anticipons le problème, ça peut ou ne pas arriver, mais anticipons. Ça ne pouvait pas arriver parce que... Ça ne pouvait pas arriver parce que à toutes les étapes, nous avions associé les confessions religieuses. Et c'est d'abord une convention qui est inclusive. Je vous ai dit ici, c'est dans une collaboration étroite. Son inclusivité, c'était également d'associer tout le monde en amont, dans l'élaboration, dans le plan de travail, ou c'est parce que toutes les confessions sont représentées simplement? Non, c'est associer d'abord toutes les confessions religieuses dans la conception même de la convention, c'est-à-dire son élaboration, et ça a été adopté par les confessions religieuses et l'État congolais. Pourquoi ça traîne les autres signatures si c'est le cas? Non, c'est une programmation. C'est une programmation. On ne pouvait pas inviter tout le monde le même jour. On s'est dit, on commence par tel groupe,
les mardis, ça sera un autre groupe, ainsi de suite. Donc ici, prêcher déjà les boycotts, je ne vois pas ça parce que dès la conception, dans l'élaboration et dans l'adoption même, nous avons été tous ensemble. Voilà, on va finir avec cette question sur justement cette convention. Aujourd'hui, vous en parlez comme un acquis pour le ministère de l'EPST. Il y a une réalité, une contrainte sur le terrain. On parle de la gratuité qui arrive avec ses effets dormeurs. Est-ce que la convention est également adaptée à cette réalité qui s'impose, la gratuité? L'une des raisons qui a fait que on revisite la convention, c'est l'application de la Constitution quant à la gratuité de l'enseignement primaire. Cela ne peut pas avoir un impact négatif dans ce sens que la convention n'est qu'une étape de la rationalisation. Vous voyez, lorsque nous parlons de la gratuité, nous prenons les trois axes: l'accès, la qualité et la gouvernance. La convention entre dans l'axe de la gouvernance. Lorsque les établissements sont bien gérés, il est probable que nous ayons aussi un enseignement de qualité. Il n'y a pas seulement les programmes qui font de l'enseignement un enseignement de qualité, mais aussi la gouvernance. C'est ainsi que nous voulons déjà nous mettre d'accord sur la manière de gérer les établissements publics conventionnés, de manière à impacter aussi la qualité de l'enseignement, parce qu'il ne faut pas seulement envoyer les élèves à l'école, mais il faut que ces élèves aient accès à un enseignement de qualité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Richard, pour cette disponibilité. J'espère que ça ne sera pas une dernière. On reviendra à vous pour plus de détails. Merci, c'est à moi de vous remercier et je serai toujours disposé à venir expliquer tout ce qui est en rapport avec l'éducation et la recherche scientifique. Merci. Donc, après lui, nous allons poursuivre notre tranche, notre rubrique, cette fois-ci, qui suivra. Ça sera la chronique qui nous sera présentée par Patrick Bomboka. C'est tout de suite. Bonjour. Les acteurs mondiaux se retrouvent du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de relancer les efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, l'ensemble de parties devrait saisir l'opportunité de la COP27 pour tirer au clair la question liée au financement climatique. Une question qui divise les pays du Nord, plus grands pollueurs, et les pays du Sud disposant de solutions climatiques. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les combats pour le climat est une question de vie ou de mort. Il estime que la COP27 doit fonder les bases d'une action climatique plus rapide et plus courageuse. Il est donc prévu que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser d'au moins 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, un objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Mais les engagements actuels des États signataires, s'ils étaient enfin respectés, entraîneraient une hausse de 5 à 10%, mettant le monde sur une trajectoire au moins de 2,4 degrés Celsius d'ici la fin de ces siècles. À la précédente conférence de Glasgow, beaucoup d'engagements ont été pris par des pays pollueurs, notamment la fameuse promesse de 100 milliards de dollars américains en faveur des pays en voie de développement. Cette situation des financements climatiques inquiète au plus haut point, dans la mesure où le monde s'achemine vers une probable catastrophe si rien n'est fait. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, Mme Eve Bazaïba, il est donc temps de passer l'étape des intentions. Les partenaires du pays du Nord, dit-elle, doivent agir dans le sens de la mise en œuvre de leurs engagements suivant le principe pollueur-payeur. Eh bien, les statistiques les plus récentes indiquent que l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais le continent africain ne demeure pas moins exposé aux effets du réchauffement climatique. Il faudrait en conséquence, d'un côté,
mobiliser plus de fonds aux pertes et dommages, qui constituent aujourd'hui une urgence, et de l'autre, il faudrait dégager des fonds d'adaptation qui constituent un programme à court, moyen et long terme. Merci de nous avoir suivis. Article 15, nous avons donné l'opportunité à une vendeuse de beignets qui nous parle de son activité. Ah ben oui, la vente de beignets à Kinshasa permet à certaines personnes de s'organiser. Aujourd'hui, la preuve, c'est cette vendeuse qui a même frappé à notre porte pour partager son expérience avec nous. La débrouillardise à Kinshasa nourrit les familles et cette débrouillardise, on en parle tout de suite et c'est maintenant. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. awa na yanga tozobika mingi na mois de vivre olibina litongo okiti libongo olitumbisi epai ya baninga po toza na mbongo ya posi te okatikati okalingi otekisi esili opesi bakolo ya bango moke ozoya etere somene yango na ndenge ya bana likelemba nyongo ate hopitale nateka so nateki moso oza na 500 frappe 1000 francs soki bapesi nga lenkokokanye bia 10 000 par jour fi mpe kete aza na bana mingi mwa 5 000 mwa 2 000 wana ofuti mwa nyongo ya moto mwa 1000 francs mi pape osongeli na yango alikelemba desa po lelo na bana na pondu ate 15 eza ndenge nini obi na tongo oyo mi debrouiller mpo ke bana babika oyo ozimbisi epai ya moninga otekisi soki esili na kimia opesi moko na kimia moke na mpe otiki mpe na kosomi na yango Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.